Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 251e briefing. Le briefing du jeudi qui est, comme vous le savez, traditionnellement plus largement consacré tous les domaines de l'actualité politique russe. Alors, politique russe et économique intérieure, dont Arnaud va nous parler. Puis ensuite, bien, les sujets chauds, bien entendu, diplomatiques et autres et qui ont lieu, enfin tout ce qui a lieu en ce moment à Ankara et en Turquie en général, ça c'est plutôt Igor qui va nous en parler ensuite. Alors Arnaud, je crois qu'il n'y a pas eu grand chose en réalité pendant toutes ces fêtes. On a eu un petit gap là, dans une petite pause dans nos briefings en ce qui concerne l'actualité politique et économique intérieure, mais en réalité c'est pas passé grand-chose. Tout le monde était parti en vacances. La grosse actualité était plutôt diplomatique car centrée autour du défilé du 9 mai, qui était le point d'orgue et qui en fait a commandé toute l'actualité de cette période. Donc les affaires courantes reprennent, j'imagine, les bisbilles politiques aussi, les nouvelles économiques. Donc tu vas nous parler de tout ça. Et ensuite, donc on verra avec Igor les aspects plus diplomatiques et internationaux. C'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, nous avons une sorte de rentrée des classes, si j'ose dire, à Moscou, avec une actualité économique et politique qui se réveille quelque peu. Quelques éléments de macroéconomie, tout d'abord, avec la Banque de Russie qui donne ses prévisions, ses évaluations pour la croissance, tout d'abord, qu'elle anticipe entre 1 et 2%. C'est une fourchette en réalité assez large, elle ne se mouille pas beaucoup. À la fin du premier trimestre, la croissance russe est constatée à 2% en rythme annuel. On constate par ailleurs un certain ralentissement, donc effectivement, on peut penser qu'elle se situera entre 1 et 2%. Le tout étant de savoir si c'est plus proche de 1 ou de 2. Ce n'est évidemment pas la même chose dans le contexte général. Par ailleurs, la Banque de Russie estime que la consommation des ménages devrait se situer elle aussi dans une fourchette de 0,5 à 1,5. Donc voilà, tout ça confirme ce que l'on dit depuis des semaines, à savoir qu'il y a un ralentissement général de l'économie russe, un ralentissement pour l'instant maîtrisé, sans à-coups majeurs, avec on en avait parlé dans un précédent briefing, une révision des paramètres budgétaires pour tenir compte de la nouvelle réalité, des prix du pétrole d'une part et du rouble fort par ailleurs. Les derniers chiffres votés, entérinés donc, font état d'un déficit budgétaire de 1,7% à la fin de l'année. C'est plus, trois fois plus que ce qui était prévu. Ça reste somme toute acceptable et il n'y a pas à ce stade, encore une fois, de motifs d'inquiétude particuliers. Mais la tendance est là. Euh, la production industrielle qui confirme ce que je viens de dire en réalité, hein, qui au premier trimestre a augmenté de 1,1% avec toujours ce différentiel entre les industries d'extraction, les industries de transformation et on voit que la croissance de l'industrie russe reste portée très fortement, bien que non exclusivement, par les secteurs liés aux commandes de défense. Le secteur d'automobile, là encore quelques chiffres trimestriels, avec un recul plus prononcé de 26% des ventes de véhicules neufs par rapport à la même période de 2024. 346 000 unités vendues au premier trimestre de cette année. De quoi parle-t-on par ailleurs en Russie ces jours-ci? On parle beaucoup d'une nouvelle loi qui a été adoptée par la Douma d'État en troisième et dernière lecture le 13 mai sur la localisation des taxis. De quoi parle-t-on? Il s'agit de promouvoir, enfin de faire en sorte que les nouveaux taxis soient produits localement. Il y a un système de points. Ce projet a été poussé par Avtovaz, qui espère que dans les années qui viennent, eh bien, le parc de taxis à l'échelle du pays sera essentiellement composé par ces véhicules.
Ça profite également à Avtotor, qui est un site de production à Kaliningrad, qui assemble des modèles chinois. En revanche, la société chinoise Aval, qui a vous le savez, une usine du côté de Toula, ne serait pas éligible, n'aurait pas le nombre de points suffisants. Ce projet de loi a suscité beaucoup de polémiques. Les sociétés de taxi estimant que ça va ralentir le renouvellement du parc, que les véhicules proposés sont moins compétitifs que ceux qui sont actuellement en service. Bon, en tout cas, on a là un exemple de protectionnisme et de lobbyisme appliqué au secteur automobile russe. L'autre événement significatif de cette semaine dans le domaine économique, c'est l'intervention de Vladimir Poutine devant les cercles patronaux de d'Ireva RSI, et c'est l'une des associations patronales au même titre que le RSPP. Le RSPP, c'est plutôt le grand patronat, d'Ireva RSI, c'est plutôt les moyennes entreprises. Une délégation donc de cette association patronale a été reçue au Kremlin. Et que faut-il en retenir? Eh bien, me semble-t-il, les propos de Poutine sur les conditions du retour des entreprises étrangères ayant quitté le pays. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Cette fois-ci, c'était plus prononcé et c'était plus critique que précédemment à l'égard euh, voilà, des entreprises ayant quitté le pays. Le propos, c'est de dire qu'on fera de moins en moins de cadeaux, finalement. Et on voit que très clairement, euh, la ligne de démarcation, si j'ose dire, pour les entreprises occidentales passe entre celles qui sont restées d'une façon ou d'une autre, et que le même président Poutine avait qualifié de courageuse et de partenaire il y a quelques semaines dans une intervention, et celles qui sont parties et auxquelles on ne fera pas de cadeaux en Russie. Là encore, on voit que les cercles patronaux russes font du lobbying. Il y a des rentes de situation qui se sont créées avec une absence presque totale parfois de concurrence, évidemment très confortable, surtout quand c'est couplé à des subventions étatiques. Voilà, une tonalité à suivre, et soyez bien sûr que nous le faisons, ça fait partie de nos attributions directes. J'en viens maintenant au sujet de politique intérieure, aux sujets sociétaux également, avec la traditionnelle rubrique judiciaire. Grégory Melkonians, coprésident de l'ONG Golos, ça veut dire la voix, qui a été classé agent de l'étranger il y a déjà un certain temps, vient d'être condamné à 5 années de détention. Cette ONG était spécialisée dans l'observation des élections. Euh, une nouvelle, toujours en surgelé judiciaire, mais beaucoup moins attendue, plus surprenante, et à mon avis qui en dit assez long sur les flottements au sein du pouvoir russe. Le général Popov, dont on a beaucoup parlé de façon régulière lors de nos briefings, qui, vous le savez, est l'ex-commandant de la 58e armée russe, qui a contenu la contre-offensive ukrainienne dans la région de Zaporojia à l'été 2023, qui a été condamné en avril à 5 années de détention pour détournement. C'est un général très charismatique, très populaire auprès de la troupe. Eh bien, la région, alors je mets beaucoup de guillemets, parce qu'on parle des autorités du côté russe de la région de Zaporogie, dont l'appartenance, je rappelle, n'est absolument pas reconnue, l'appartenance à la Russie n'est pas reconnue par la France. Bon, mais les autorités pro-russes de la région de Zaporogie ont contesté ce verdict de 5 années de prison au général Popov. Pourquoi et à quel titre? Eh bien parce que elle considère, contrairement au parquet général, ne pas avoir subi de préjudice. Les pouvoirs publics justifiaient en partie la condamnation du général Popov par le préjudice causé aux autorités locales. C'est une démarche tout à fait inhabituelle. Il y a très peu voilà, de démarches de ce type, de même qu'il y a très peu dans le système judiciaire russe d'acquittement. En tout cas, ça veut dire que il y a divergence entre les acteurs au sein même du système sur ce qu'il faut faire avec ce général Popov. Est-ce qu'il faut vraiment l'écarter et l'envoyer derrière les barreaux?
ou est-ce que voilà, il faut prendre en compte ses mérites militaires et considérer peut-être que cette affaire est plus politique que judiciaire. En tout cas, moi, ça attire mon attention et il faut croire que le général Popov dérange beaucoup de monde et a quand même quelques soutiens assez puissants, en tout cas suffisamment puissants pour justifier une telle démarche. Par ailleurs, et là c'est beaucoup moins surprenant, Monsieur Pougatchov, qui, certains s'en souviennent peut-être, était un banquier influent dans les cercles de pouvoir au début des années 2000 en Russie, enfin jusqu'aux années 2010 en réalité. Il était à la tête d'un établissement qui s'appelait Meshprombank. Il était relativement proche de Poutine, même s'il ne faisait pas partie du tout premier cercle. Il avait des chantiers navals aussi. Eh bien, il a été condamné par contumace à 14 années de prison pour détournement de fonds massifs. M. Pougatchov vit entre, je crois, entre la France et la Grande-Bretagne et accorde régulièrement des entretiens incendiaires sur la Russie et sur son président à la presse occidentale. Toujours dans le registre politique, la Douma qui a voté en première lecture, mais il n'y a aucune raison de penser qu'elle n'ira pas jusqu'au bout du processus, un texte sur la responsabilité administrative des personnes qui, depuis l'étranger, effectueraient, je cite, des actions dirigées contre les intérêts de la Russie. De quoi parle-t-on? On parle, je pense, des agents étrangers, en tout cas des personnes qui ont été qualifiées d'agents étrangers et portés au registre du ministère russe de la Justice, qui vivent à l'étranger et qui ont toujours des revenus en Russie, peut-être des appartements qui sont loués. Et donc le texte de loi qui a été voté en première lecture permet la confiscation des biens euh, euh, de ces personnes-là. Donc on voit très bien la philosophie d'ensemble de ce texte. Et enfin, un dernier sondage plus sociétal que politique, mais ce n'est pas inintéressant de mon point de vue. On a appris que 34% des Russes qui sont actuellement en couple n'envisagent pas de se marier. Et par ailleurs, donc voilà, les Russes se marient moins et ceux qui se marient, je le rappelle, divorcent de plus en plus souvent, puisqu'en 2024, 8 mariages sur 10 se terminaient par un divorce. Alors peut-être qu'on peut lier ça ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, aux valeurs traditionnelles, mais en tout cas la réalité aujourd'hui en Russie, c'est ça. Qui est inquiétant. Alors, nous saluons l'arrivée du directeur Shinsky, directeur général Shinsky, qui se fait rare. Je pensais que vous alliez m'appeler le général Chinsky, si vous Et voulez, on tout à fait. qui, dans les temps actuels, effectivement, n'est pas forcément un compliment. Mais alors, vous n'avez pas répondu à la question soulevée par cette éminente nouvelle sociétale. Faut-il s'en réjouir ou s'en désoler? Je passe mon tour. Qu'en pense l'EHPAD Pierre Messmer? Alors, justement, ça va être l'occasion de passer la balle à Igor, un homme heureusement marié, donc que nous saluons. Un homme heureusement marié. Un homme heureusement marié, voilà, exactement. Igor, tu vas nous parler donc de ce qui se passe en ce moment en Turquie, essentiellement, mais peut-être aussi d'autres choses. Nous sommes tout oui. Merci, Président. Bonjour à tous. Ravi de retrouver effectivement Pavel après de nombreux briefings sans lui. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe pas à Istanbul? Euh, Parce qu'au moment où nous parlons, il y a une conférence de presse de Volodymyr Zelensky qui se poursuit suite à son entretien avec le président turc, avec Erdogan. En fait, il y avait il se passait beaucoup de choses en Turquie aujourd'hui en réalité. Ce matin, il y avait une réunion à Antalya au niveau ministériel de l'OTAN, c'est-à-dire des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN. Premier format. Deuxième format à Ankara, une rencontre bilatérale entre Volodymyr Zelensky et Monsieur Erdogan. Et parallèlement à cela, des développements à Istanbul où la pression monte puisque l'équipe de négociateurs russes est arrivée un peu plus tôt aujourd'hui donc à Istanbul et se trouve actuellement au consulat général de Russie qui est près de la place Taksim pour ceux qui connaissent un peu la géographie stambouliote.
dans cette très belle rue piétonne d'ailleurs, et qui s'est donc rendu là et qui va donner manifestement une première conférence de presse d'une minute à l'autre, puisqu'on a installé un pupitre dans la cour de ce consulat général et que les caméras des journalistes russes et étrangers sont déjà installées. Monsieur Medinsky, je vais y venir, qui emmène cette équipe de négociateurs russes, a déjà donné quelques commentaires à la presse. Donc il se passe beaucoup de choses, mais il y a déjà une chose qu'on peut dire et qu'on avait laissé entendre Arnaud et moi lundi, c'est que Vladimir Poutine, c'est un scoop, n'est pas venu en Turquie comme il fallait s'y attendre. Et c'est vrai que c'est assez frappant parce que lorsqu'on lit la presse, tout du moins en France, et qu'on écoute un peu la radio et la télé, on avait l'impression qu'il fallait s'attendre à la venue du président russe en Turquie, ce qui est assez étonnant. Mais non, non, il n'est, comme nous on le laissait entendre dès lundi, il n'est évidemment pas venu. Alors, sur les délégations, je vais commencer par la délégation ukrainienne, sur laquelle en réalité on sait encore peu de choses. Il y a des éléments contradictoires qui sont publiés sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur sa composition. J'ai vu passer une première composition dans l'après-midi qui paraissait crédible, mais pour l'instant je vais m'en tenir à ce qu'a dit le président ukrainien, savoir qu'elle sera emmenée par Monsieur Oumerov, qui est ministre de la Défense. Il y a eu pendant un moment les rumeurs qu'elle sera emmenée directement par Monsieur Yermak, qui est le chef d'administration présidentielle ukrainienne et qui est très influent, et que certains disent en réalité véritable architecte de toute la position de l'Ukraine dans ce conflit. Finalement, c'est Monsieur Oumerov qui devrait donc l'emmener, mais on ne sait pas beaucoup plus de choses sur qui la composera donc officiellement. Son agenda, aux dernières nouvelles, devrait rester inchangé. L'obtention d'un cessez-le-feu de 30 jours avant l'ouverture de négociations de fonds avec la Russie. C'est la position qui a été arrêtée avec les partenaires européens la semaine dernière. Il y a un plan en une vingtaine de points qui est assorti en fait à ce document-là. De ce que l'on croit comprendre, cette délégation devrait arriver à Istanbul dans la soirée, et donc M. Zelensky a expliqué qu'il pourrait y avoir des pourparlers qui s'engageraient avec la délégation russe, donc au niveau des délégations, dès ce soir ou au plus tard demain matin. Bon. Donc pour l'instant, plus de questions qu'autre chose sur cette partie ukrainienne, parce qu'on ne connaît pas la composition exacte, et quant à son mandat et qu'elle souhaiterait négocier, on ne sait pas non plus grand-chose, outre le fait puisque je viens de rappeler sur la pourparler, comment le cessez-le-feu de 30 jours. La délégation russe, maintenant, on en sait un peu plus, parce qu'elle est arrivée à Istanbul, je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la journée. Donc, elle est composée de 4 personnes. Monsieur Vladimir Medinsky, hein, qu'on connaît bien, qui a emmené la première délégation russe en 2022, il y a 3 ans, pour les premières négociations, donc en février, mars et début avril avec les Ukrainiens. Pour brièvement peut-être le représenter, Monsieur Medinsky occupe aujourd'hui le poste d'assistant du président russe au Kremlin pour les questions notamment de culture. C'est un ancien ministre de la culture, connu pour son austérité, pour son conservatisme, certains diront même son côté idéologue, qui a commis un livre, un manuel scolaire, alors je crois pour le secondaire, qui est paru il y a maintenant 2 ans et qui est voilà vraiment pétri, façonné de ses valeurs conservatrices, traditionnelles et autres. Donc c'est la caution conservatrice, c'est comment dirais-je, le vernis historique sur ce conflit qui se raccroche à de nombreux épisodes très sombres de l'histoire du continent européen. Donc bon, il est donc à la tête de cette délégation, et sa présence en dit long, puisque le signal envoyé, en fait, c'est reprenons les discussions là où on les a laissées il y a 3 ans, et là où elles ont échoué, hein, pour les raisons qu'on a déjà, qu'on ne sait toujours pas concrètement, hein, pourquoi est-ce que ces discussions ont échoué début avril 2022, même s'il y a des théories qui circulent. Deuxième personne, eh bien, c'est le vice-ministre de la Défense, Monsieur Fomine, qui est une personnalité un peu plus, peut-être moins, qui est moins connue, qui était présent en réalité déjà en 2022 à Istanbul lors des pourparlers, et qui depuis a constitué un canal de communication direct avec les Ukrainiens dans des discussions discrètes au Qatar, avec notamment Monsieur Yermak. C'est un canal de communication qui a fonctionné depuis maintenant presque 2 ans, à travers qui il se passait certaines choses. Et donc, on va retrouver dans cette équipe de négociation, on va retrouver également un autre militaire, Monsieur Kostoukov, qui est chef de la direction principale à l'état-major des armées, donc un haut responsable militaire.
qui est pour la première fois associé à ces négociations. Et enfin, quatrième personnalité, Monsieur Mikhail Galouzine, qui est vice-ministre des Affaires étrangères, donc le diplomate, la présidence du MID, donc, qui a fait sa carrière essentiellement en Asie. Il a un profil plutôt asiatique. Il était en Asie du Sud-Est, en Indonésie, je crois notamment, mais pas seulement, et qui maintenant s'occupe de la CEI au sein du MID. Donc là, on voit une espèce de, je dirais, une logique régionale. Bon, à cause de à côté de ces quatre experts qui sont les négociateurs de ces quatre négociateurs, il y a aussi quatre experts qui les accompagnent, mais qui sont en réalité des fonctionnaires de haut niveau, mais qui ont une fonction plutôt d'expertise plus que de négociation. Donc, 4 plus 4, si vous préférez. Alors voilà pour la composition. Alors l'autre élément à retenir de cette séquence, c'est le positionnement de Trump, qui est très important. Puisque, souvenez-vous, il évolue, Trump, hein, il faut un petit peu le suivre, mais ses dernières prises de position suite à comment dirais-je, publication de la composition de l'équipe de négociation russe, eh bien, ces dernières déclarations consistent tout simplement à dire qu'il se dit satisfait du niveau de l'équipe des négociateurs russes. Premièrement. Deuxièmement, vu ce niveau, eh bien, il enjoint Volodymyr Zelensky de jouer le jeu des négociations et donc d'envoyer des négociateurs pour discuter avec les Russes. Et troisième point, ceci, je vous synthétise en fait ces tweets et ces prises de parole de ces dernières heures. Troisième point, selon le président américain, de toute façon, on ne pourra pas mettre de point final à la guerre en Ukraine tant qu'il n'y aura pas une rencontre directe entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est-à-dire que ça va se faire d'abord entre les deux hommes, et donc sans les Ukrainiens. Et tant qu'il n'y aura pas cette rencontre, eh bien, selon le président américain, il voit mal comment on pourrait mettre un terme à ces affrontements. L'autre élément qui est intéressant, que j'ai relevé, c'est l'interview qui a été accordée par Steve Witkoff à Breitbart. Alors Breitbart, si vous ne connaissez pas, c'est un média ultra-conservateur américain qui a été fondé par Steve Bannon, qui est un ancien maître, enfin maître à penser de Trump, tout du moins idéologue de Trump en une certaine sorte, d'une certaine manière, avant que les deux hommes se disputent assez violemment d'ailleurs, lors du premier mandat de Donald Trump. Alors, Steve Witkoff, le 12 mai, a accordé une interview qui portait pas spécifiquement sur l'Ukraine, mais il a évoqué l'Ukraine incidemment. Et c'est intéressant de regarder ses considérations, parce qu'il est quand même à la manœuvre hein, sur les négociations. Je rappelle qu'il a fait déjà 4 déplacements au Kremlin pour rencontrer Vladimir Poutine. Selon ce Steve Witkoff, il y a 3 points principaux qui sont déterminants pour l'issue des négociations. C'est d'abord le statut des 5 régions contestées, donc Crimée plus les 4 régions, donc Donbass, Zaporojye et Kherson. Sachant que dans son propos, M. Steve Witkoff met quand même la Crimée un peu à part. En gros, c'est 4 plus 1, si vous voulez. Deuxième point, selon lui, c'est la question de la centrale nucléaire de Zaporojye qui est un élément de négociation puisqu'il y a un déficit d'énergie en Ukraine et que bon, bah, les Russes ont le contrôle de cette centrale nucléaire. Et troisième point, c'est ce qu'il appelle l'accès de l'Ukraine à la mer Noire et à travers la mer Noire à l'océan. Et ça fait référence à un élément, alors que je n'avais pas évoqué délibérément, je dois bien le dire, lorsque je vous avais parlé des propositions et contre-propositions qui ont été formulées à Londres il y a une quinzaine de jours. Proposition américaine d'abord et puis contre-proposition européenne après le sommet de Londres qui avait été fuité dans Reuters ou publié par Reuters, comme vous voulez. Hein. Et il y avait effectivement un point qui était assez technique et que j'avais décidé de ne pas évoquer par conséquent, qui portait sur la péninsule de Kinbourne, qui est une petite péninsule, une petite lagune, si vous préférez, de sable dans le sud de l'Ukraine, grosso modo entre la Crimée, à mi-chemin entre la Crimée et la région d'Odessa, et qui est sous le contrôle des forces armées russes depuis le début du conflit, et qui, par conséquent, commande un petit peu l'accès de l'Ukraine à la mer Noire, puisqu'en fonction de ce que vous installez sur cette lagune ensablée, eh bien, vous pouvez entraver l'accès de l'Ukraine à la mer avec des systèmes de missiles, etc., lesquels systèmes sont, évidemment, on comprend bien, vulnérables potentiellement à des frappes de drones. Bref. Et il était donc question que cette lagune soit restituée à l'Ukraine afin qu'elle voilà, ait pleinement accès, ne soit pas menacée à la fois dans la circulation vers le Dniepr, qui a son embouchure juste à ce moment-là, et également à travers les côtes de la mer Noire. Ce point-là est soulevé par Steve Witkoff, qui est assez intéressant, parce que c'est la question est donc en toile de fond de la navigation en mer Noire, à la fois des céréales et autres. Donc à ce stade, en attendant que les choses se fassent peut-être dès ce soir, que des négociations s'engagent
ou demain matin, peut-être, on verra. On peut déjà dire que à ce stade, la Russie a repris la main sur le tempo et le format des négociations. Après, quand même, il faut le dire, des flottements depuis début de semaine, puisque souvenez-vous, lundi, on fait notre briefing et je vous restitue le fait que Vladimir Poutine a proposé des négociations directes russo-ukrainiennes à Istanbul et Volodymyr Zelensky a saisi la balle au bon peu après notre briefing, en fin de journée du lundi, pour dire bah, très bien, j'attendrai moi-même Vladimir Poutine en Turquie, il n'a qu'à venir. Qui en fait a coincé un petit peu le président russe. Il s'est retrouvé dans une position, il faut le dire, assez embarrassante, puisque l'idée, c'est toujours de ne pas passer pour celui qui sabote les pourparlers, pour celui qui est le plus va-t-en-guerre. L'idée, c'est de pas perdre la face aussi. Et finalement, on constate que, en tout cas à ce stade, les Russes sont parvenus non seulement à stabiliser la situation, mais à reprendre la main sur le tempo et le format, en attendant de voir de quel agenda on discute. L'agenda pour les Russes, c'est, je vous l'ai dit, on reprend les discussions, là on les a laissées en 2022, sur la base du document provisoire qui avait été conclu entre les Russes et les Ukrainiens en avril 2022, et qui, évidemment, ne correspond pas du tout à l'agenda qui est mis en avant par les Ukrainiens dans cette phase de négociation qui va peut-être s'ouvrir. Deuxième élément qu'on peut dire, c'est que le positionnement de Trump reste quand même déterminant dans cette affaire. Là, avec ses prises de position, évidemment, il a tendance à mettre de côté, enfin, il met en difficulté les positions prises par les Européens, consiste à dire d'abord un cessez-le-feu de 30 jours, ensuite des négociations de fond. Les Russes, eux, disent, et Trump semble évidemment aller dans leur sens, visiblement, vu les dernières déclarations, on engage tout de suite les discussions, sans cessez-le-feu. Bon. Et donc, une Union européenne, troisième élément de conclusion provisoire, qui est pour l'instant toujours sur une position de réaction et qui a du mal à être proactive et donc attentiste, sachant qu'il y a un 17e paquet de sanctions bah, à la clé, j'allais dire, qui est déjà manifestement ficelé. Et et la Finlande, enfin par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a déjà fait savoir qu'il y aurait un 18e paquet qui serait mis en entier assez rapidement, sans présager évidemment ce qui va se passer à Istanbul. Voilà, je m'arrête là, Président, pour le topo du jour. Merci de ce tour d'horizon déjà très très complet et très précis. Donc, ouais, finalement, on est suspendu à l'actualité et on va voir ce qui se passe dès ce soir éventuellement. Du reste, est-ce qu'on sait où ont lieu possiblement ces négociations concrètement? Est-ce que le lieu a une importance symbolique ou autre à Istanbul? Oui, alors ça a évidemment une importance symbolique. On sait que les dernières rencontres russo-américaines ont eu lieu dans des bâtiments diplomatiques russes et américains à Istanbul. Là, on va voir, est-ce que ce sera un hôtel, est-ce que ce sera un palace, on verra. Mais les lieux ne manquent pas à Istanbul. C'est pas fixé pour le moment, on ne sait pas. Non, 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 pour l'instant, j'ai pas d'informations là-dessus. D'accord. Mais en théorie, ce sont les Turcs qui mettent à disposition un lieu tout de même, non? Oui. Oui, bah, comme la dernière fois, hein, très, très probablement, oui. D'accord. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste un point pour rebondir sur ce que dit Igor. Effectivement, c'est la péninsule de Kinbourne. En fait, effectivement, est extrêmement important d'un point de vue stratégique. C'est une pointe, c'est l'extrémité de l'estuaire du Dniepr, hein, de la rive gauche. Et d'un point de vue administratif, ça appartient à la région de Nikolaïev. Voilà, ce qui justifie aussi les demandes américaines et ukrainiennes, puisque jusqu'à présent, la Russie n'a pas manifesté de prétention territoriale sur la région de Nikolaïev. Très bien. Bah, merci de cette précision. C'est effectivement important. Alors, vous avez abordé à peu près tous les sujets sur lesquels il y avait des questions qui sont venues se poser au fil du temps. Alors, juste quelques questions qui ne sont pas liées directement d'ailleurs, mais vous indique que la Chine a déclaré c'est prête à renforcer sa coopération militaire avec la Russie. On a des idées sur quel domaine exactement? Est-ce que ça change avec ce qui se passe aujourd'hui déjà? Bah non, mais prêt à renforcer, bon, faut regarder de quoi il parle. Est-ce que c'est des exercices militaires? Est-ce que c'est bon? Il y a déjà une montée en puissance depuis au moins une dizaine d'années, et plus spécifiquement depuis maintenant 5 ans, sur le rythme des exercices militaires, sur la géographie des exercices militaires, sur tous ces aspects-là. Donc, est-ce qu'ils veulent monter en puissance? Est-ce que c'est un moyen
aussi un signal pour les Russes dans le contexte de ces négociations Istanbul, très certainement. Il faut quand même préciser que le président brésilien Lula était en Chine il y a quelque temps et que sur le voyage du retour, son avion s'est arrêté à Moscou, à Vnukovo plus précisément, et qu'il s'est entretenu à cette occasion-là par téléphone avec Vladimir Poutine, manifestement d'après ce qu'on en lit, hein, pour lui restituer le point de vue de la Chine et son point de vue à lui en tant que président du Brésil sur ce qui devrait advenir à Istanbul, à savoir qu'il faut négocier, il faut discuter, il faut jouer le jeu des négociations. Et donc, bon, parallèlement à cela, il y a un appel à intensifier la coopération militaire. Donc, je vous laisse en tirer les conclusions, hein. Je pense que les Chinois ne veulent pas être, comment dirais-je, ne veulent pas voir leurs intérêts potentiellement bradés dans cette histoire sur l'autel d'un cessez-le-feu et peut-être derrière une montée en puissance, une amélioration des relations russo-américaines. Alors, autre question, alors, qui est plutôt pour Arnaud, qui nous demande, pouvez-vous préciser ce qui concerne la confiscation légale des biens russes pour les citoyens russes vivant à l'étranger? Est-ce qu'il y a un mécanisme ou est-ce que c'est Alors, encore une fois, le texte n'est pas définitivement voté. Il s'agit de la première lecture, mais encore une fois, ça donne une idée de ce qui va être entériné prochainement. L'idée, c'est de pouvoir poursuivre, alors non pas au pénal, hein, on parle de justice administrative, avec des formulations extrêmement vagues. Qu'est-ce que c'est que euh, tenir des propos contraires à l'intérêt de la Russie? Enfin bon, tout ça est assez vague, mais on voit bien que le sens politique de tout ça, il s'agit oui, d'avoir un nouveau moyen de pression sur les personnes ayant quitté la Russie et qui parfois oui, ont des prises de position publiques sur la situation politique en Russie, sur son président, sur le conflit en Ukraine. Et on voit, on l'a lu, hein, les déclarations du président de la Douma, Volodine, qui vise-t-il, eh bien, ce sont voilà, les personnes qualifiés d'agents étrangers qui ont encore des revenus en Russie. Il s'agit de priver ces personnes-là de revenus et peut-être même de leurs biens. Mais le mécanisme en lui-même n'est pas encore défini, mais je ne doute pas que les législateurs trouvent voilà, des mécanismes pour le faire, parce que la décision politique est prise, à l'évidence. Il s'agit maintenant de trouver voilà, des mécanismes juridiques et ce sera fait rapidement. Alors, pour répondre à une de mes questions, une de nos éditrices fidèles nous signale que le palais de Dolmabahçe à Istanbul est prêt à accueillir les négociations russo-ukrainiennes. Un très bel endroit, en tout cas, donc on conseille de visiter pour ceux qui sont pas de passage à Istanbul. Question pour Igor, alors d'un de nos auditeurs fidèles, qui n'est pas du tout sur le même domaine, mais qui est intéressant également. Il y a un embrasement dans la capitale libyenne, Tripoli, depuis lundi, avec une reprise de la lutte armée entre différentes milices. Ça ressemble à un sujet libyen, mais on a vu un affichage assez inédit de Poutine avec Haftar juste avant le 9 mai. En quoi est-ce qu'il se passe à Tripoli peut intéresser les autorités russes? Alors, déjà, je vais commencer par vous recommander de lire mon dernier blog sur la Libye qui est paru là, en début de semaine, qui est justement consacré ce fond, à mon analyse de ce que font les Russes en Libye et de ce que ça pourrait présager. Euh, Pavel, je sens que tu as un petit commentaire libyen à nous faire. Non, vous pensez à Mélissa Milice d'Ibiza. Voilà, et voilà. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans mon blog, celui-là. Ça valait la peine. Ça va aller. Non, alors oui, à Tripoli, on est dans le cadre d'un énième, je dirais, vague de violence et d'affrontements, mais intra-milice tripolitaine. C'est-à-dire, pour le coup, c'est pas, comment dirais-je, l'Est de la Libye qui fait la guerre à l'Ouest. Là, c'est une affaire interne à ce qui se passe à l'Ouest, dans la partie, donc je le rappelle, qui est tenue par le gouvernement internationalement reconnu comme légitime de Libye, hein, tripolitaine, où effectivement on a des affrontements entre milices qui ont été déclenchés par l'assassinat, on va dire l'élimination d'un chef de guerre, un commandant très populaire, qui s'appelle Abdelghani Al-Tikli,
qui a été tué dans une embuscade dans des circonstances assez troubles, donc il y a quelques jours, ce qui a déclenché donc ces affrontements entre milices. Et de fait, son élimination profite à M. Dbeibah, qui dirige le gouvernement de Tripoli, à qui donc ce personnage, ce commandant, faisait de l'ombre, hein, par sa notoriété, sa popularité auprès des combattants libyens, en tout cas de la partie de l'Ouest. Et voilà, on en est là pour l'instant. Visiblement, la situation s'est un petit peu calmée, mais c'est des choses qu'on a déjà pu voir. Et pendant ce temps-là, à l'Est, évidemment, Haftar et ses fils, hein, notamment Saddam et Khaled, continuent de rouler faire avancer leurs affaires. Effectivement, parce que Haftar était à Moscou pour les célébrations du 9 mai. Il s'était entretenu avec Vladimir Poutine. Alors, il n'était pas en uniforme, il était en costume, hein, pour les célébrations du 9 mai. Il était en Biélorussie la semaine dernière. Et pour le reste, je vous invite à aller voir mon blog si vous voulez en savoir plus sur ce que cela peut vouloir dire et traduire quant à la position de la Russie dans la région. Rappelle-nous comment on va sur ton blog. Ah ben alors vous le trouverez sur le site de l'Observatoire, et sinon je l'ai largement diffusé sur mon profil LinkedIn, sur X également, et également sur le compte Facebook de l'Observatoire. Voilà, nous savons tout, c'est bien. Et désormais sur la croisette, depuis hier. Absolument, absolument, vraiment Et tout démarche. interdit de mettre des robes dénudées, Igor, hein, sache-le. Ouais, c'était difficile. Voilà, et pour finir, il y avait une question passionnante, hein. Euh, parce qu'on est toujours passionné par la Gagaouzie. Et donc, il semblerait que Kevin Gatsoul soit continué à être en résidence surveillée avec des résidences plus dures. Est-ce qu'on a des informations? Bon, les Gagaous, bon, ça mérite un grand développement. On l'a fait déjà une fois, hein. Je l'ai fait une fois. Je crois que Non, peu de gens parlent autant des Gagaous que nous. Enfin, on doit oui, être deux ou trois, j'ai une peut-être. collègue en Belgique qui a une tendresse particulière pour les Gagaous, Peut-être des mais groupuscules d'extrême gauche, quelque part en Picardie, qui consacrent une partie des subventions publiques à organiser des kermesses Gagaous, avec des chaussures jaunes à pompons, qui est le trait distinctif du stand de Chamboultou Gagaous. à ne pas confondre avec la Sildavie, hein, attention. Euh, donc, la Gagaouzie, une région autonome de Moldavie, oui, avec un très fort tropisme pro-russe, dans un contexte préélectoral, contexte de tension bilatérale russo-moldave. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, les autorités centrales moldaves cherchent à reprendre la main dans cette région. Et la dirigeante, Madame Gutsoul, vient régulièrement à Moscou, a été reçue par Poutine. Et donc, voilà, on en est là. Il y a une volonté politique des autorités moldaves de mettre au pas les forces pro-russes en Moldavie et spécifiquement dans cette région, à la veille d'échéances électorales importantes, dans un contexte, encore une fois, de tensions bilatérales sur fond de conflit en Ukraine. Euh, la Russie, pour l'instant, bon, a expulsé quelques diplomates moldaves, mais évidemment, c'est difficile pour la Russie d'agir en Gagaouzie et même en Moldavie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de continuité territoriale, il y a plus, voilà, pour accéder à la Moldavie, il faut passer soit par l'Ukraine, soit éventuellement par Istanbul. Enfin, tout ça est très compliqué en réalité. Donc, prenant acte de ces difficultés de la Russie, Madame Sandou pousse son avantage, on verra, au risque évidemment de créer des troubles sur place, hein, puisque la population est très réservée, voire plus que ça à l'égard des autorités centrales de Moldavie, et regarde côté russe. Donc, jusqu'où les autorités moldaves peuvent aller sans risquer une déstabilisation grave qui déraperait, à suivre, on verra. C'est une gageure de vouloir mettre au pas des Gagaous qui sont notoirement lestes comme des écureuils. Ben, je crois qu'on a fait à peu près tout. Alors, juste une question pour changer un peu de région. United Airlines a commencé à exploiter des vols directs de la Mongolie aux États-Unis via le Japon. Cela inquiète-t-il Moscou de voir Ulaanbaatar s'éloigner de son giron?
Non, là pour le coup c'est un non-sujet d'abord parce que la Mongolie n'est plus la 17e ou 18e République soviétique depuis très longtemps, hein. La Mongolie met en œuvre une politique étrangère multivectorielle de longue date. Elle regarde, l'idée étant de trouver des marges de manœuvre à l'égard des deux grands voisins, russes et chinois, avec lesquels elle collabore de façon très importante. Mais oui, la Mongolie regarde du côté du Japon, de la Corée du Sud, des États-Unis, également de l'Europe, hein, de la France. On se souvient d'une visite présidentielle à Ulaanbaatar. Donc le fait qu'United Airlines lance une ligne via le Japon, je crois que c'est dans l'ordre des choses et que ce n'est pas un motif d'inquiétude particulier pour les Russes. Croyez-vous que Et, les vols mongols atterrissent directement à downtown? et bon, et j'ajouterais, mais sur une note un peu plus sérieuse, que des troupes mongoles ont défilé le 9 mai sur la place rouge. Donc, il n'y a pas de peur comment dirais-je, Et les Gagaouzi? alors non, mais les Azerbaïdjanais, Aliyev n'était pas là, mais il y avait des troupes azerbaïdjanaises qui ont défilé sur la place rouge et d'ailleurs des troupes qui ont été qualifiées de troupes d'élite. Oui, d'accord, parce que justement, on s'était posé la question de l'absence d'Aliyev et du possible refroidissement encore plus polaire des relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Donc c'est une façon de dire que c'est plus normalisé quand même, d'accord. Bon, on va finir avec cette dernière question. L'Union européenne, d'après le Financial Times, prépare un moyen de contourner le veto de la Hongrie sur les sanctions contre la Russie. À votre avis, pourront-ils y parvenir? Bon, alors tout d'abord, de quoi parle-t-on? Semble-t-il, on parle de la prorogation à venir des sanctions sectorielles qui sont les plus importantes. Je rappelle que les sanctions économiques sectorielles de l'Union européenne doivent être reconduites tous les 6 mois à l'unanimité. Et évidemment, dans le contexte actuel, il y a de plus en plus de doutes sur la capacité à obtenir cette unanimité. Et donc, à Bruxelles, on s'interroge sur la façon de maintenir quelque chose au cas où, en juillet prochain, eh bien, il n'y ait pas d'unanimité. Évidemment, bon, les juristes peuvent faire preuve de beaucoup d'imagination. Reste qu'il y aura un problème politique quand même, hein. Donc, changer les règles du jeu, ça paraît compliqué. Ce serait une stratégie là aussi de contournement, donc maintenir d'autres dispositifs. À vrai dire, beaucoup de choses dépendent de ce qui se passe en ce moment à Istanbul et des décisions américaines. Supposons que d'ici la fin du mois de juillet, il y ait des avancées significatives et que les Américains lèvent une partie des sanctions. Et la question se posera pour les Européens de suivre ou de ne pas suivre. La difficulté, si vous voulez, pour les Européens, en tout cas pour les autorités de Bruxelles, c'est que c'est tout ou rien. C'est-à-dire que c'est reconduit ou c'est pas reconduit. Euh, euh, Peut-être qu'il faudrait envisager autre chose, c'est-à-dire une adaptation, le cas échéant, euh, plutôt que ce tout ou rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est ça qui est intéressant, c'est que la Commission, les autorités de Bruxelles considèrent le risque de non-reconduction comme étant une hypothèse crédible. Et quand tu parles de reconduction des sanctions, c'est dans leur globalité forcément, ou c'est paquet par paquet? Non, j'allais dire l'acquis. C'est un drôle d'acquis d'ailleurs, mais c'est tout ce qui a été voté précédemment. D'accord, oui, donc effectivement, c'est tout ou rien. C'est ça, d'accord. Très bien, ben merci infiniment à tous les deux de vos interventions brillantes comme toujours. Ils ont apporté un éclairage particulièrement intéressant. Pardon? Oui, et bien entendu les traits d'esprit qui nous manquaient beaucoup. Voilà, les saillies, C'est Gagaouzi. les saillies gagaouses de l'étalon Chinsky. Voilà. Et Le général en un talon, tu le vois. général. Et voilà, donc merci à tous les deux et puis merci surtout à nos auditeurs d'être aussi fidèles, d'être aussi présents, notamment par leurs questions qui sont toujours nombreuses. Continuez à nous suivre, continuez à partager également le lien YouTube qui reprend donc tous ces briefings. N'hésitez pas à les faire partager à vos amis et connaissances. Et nous nous retrouvons lundi prochain, donc pour comme d'habitude, un briefing plus centré sur
l'actualité diplomatique et bien entendu, on aura beaucoup plus de nouvelles lundi de ce qui s'est passé ce soir, mais vous pouvez par vos sources habituelles déjà commencer à vous renseigner. Donc, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon. Tenez bon et merci Igor de nous tenir informés et de faire le monitoring de ce qui se passe à Loukoum Palace. Tenez bon les amis.